J'ai commandé un café et un dessert. Le café était amer, alors j'ai pris un morceau de sucre. Et c'est là que les choses se sont aggravées. Parce que j'aime le sucre, j'aime vraiment le sucre. De toute façon, le sucre, c'est notre première corruption. Les scientifiques disent même que le sucré serait notre goût préféré pendant les 20 premiers mois de notre vie. Et je ne sais pas si on avait vraiment besoin des scientifiques pour déterminer ça. Après tout, c'est la première fois qu'on est confronté à cette douceur, agréable, immédiatement satisfaisante. Alors je les comprends, ces bébés qui ont tout compris. En manifestant suffisamment fort leur mécontentement, il est parfois possible d'en obtenir davantage. On nous donne du sucre avant même de nous expliquer ce qu'est une conséquence. Après, il faut pas s'étonner. Ça donne des gens qui, comme moi, oui, aiment le sucre. J'aime le petit bruit qu'il fait quand il tombe au fond de la tasse. J'aime le voir disparaître lentement dans le café. J'aime les crèmes, les tartes, les biscuits, les fruits beaucoup trop mûrs, le chocolat, et même ces desserts qui arrivent dans une assiette 3 fois plus grande qu'eux. Parce que manifestement le vide aussi se facture, je les aime. J'aime tellement le sucre que j'ai fini par m'y intéresser. C'était naturel. Quand on aime quelqu'un, on cherche à le connaître. Enfin, c'est ce qu'on dit. Au début, tout s'est très bien passé. Les premières choses que j'ai apprises étaient merveilleuses. Le sucre, ce n'est pas seulement ce petit cube blanc que je viens de jeter dans mon café, c'est toute une famille. Une famille immense, ancienne, avec des membres très différents. Certains fréquentent les cuisines, d'autres travaillent dans nos cellules. Le glucose, par exemple, est l'un des plus grands carburants du vivant. Notre corps sait le reconnaître, le transformer, le distribuer. Notre cerveau aussi en consomme énormément. Ce n'est donc pas entièrement ma faute si une part de tarte déclenche en moi une forme de disponibilité au dialogue, c'est biologique. Je préfère le préciser. Mon corps appelle ça une source d'énergie, mon cerveau appelle ça une récompense, et vous appellerez certainement ça une défense très bien préparée. Et puis, il y a du sucre dans la structure même de notre ADN. Pas du sucre en poudre, évidemment, n'essayez pas d'améliorer votre patrimoine génétique avec une cuillère, ça ne marchera pas. Mais chaque brin d'ADN possède une charpente, où alternent des groupes phosphates et un sucre, le désoxyribose. C'est un membre plus diplômé de la famille. Alors, il ne décide pas de la couleur de vos yeux, c'est pas lui qui dessine directement vos lèvres, votre menton ou ce pied dont vous n'êtes pas très fier. Mais il participe à la structure du document dans lequel tout cela a été consigné. Ce qui revient, administrativement, à une certaine complicité. Le sucre est là, dans la matière qui permet au vivant de conserver une information et de la transmettre. Transmettre. C'est joli comme mot. Vos parents vous ont transmis une moitié d'eux-mêmes, ils ont mélangé leur patrimoine, brassé quelques milliards de possibilités et vous voilà. Avec, en théorie, le meilleur des deux. En théorie. La génétique, c'est une science, la diplomatie familiale, c'en est une autre. Il y avait quelque chose de très beau dans cette idée. J'aime l'idée du sucre comme énergie, comme structure, comme transmission. Après tout, même les fleurs l'utilisent pour négocier. Elles offrent du nectar aux animaux qui les visitent. Un peu d'énergie contre le transport du pollen. Un échange de bons procédés, une forme très ancienne de commerce local qui ne nécessite aucune carte de fidélité. Et certains oiseaux se sont spécialisés dans cette relation avec un enthousiasme remarquable. Les colibris, par exemple. Au cours de leur évolution, leurs ancêtres, quelque part du côté des dinosaures, avaient perdu le récepteur classique permettant à beaucoup d'animaux de percevoir le goût sucré. Ça aurait pu être la fin de l'histoire. Mais l'évolution a bricolé. Elle a récupéré un autre récepteur, initialement associé à l'umami, modifié quelques branchements, et le colibri a pu reconnaître le nectar. J'ai adoré apprendre ça, vraiment. À ce moment-là, le sucre, c'était encore mon ami. Un ami fascinant, un peu envahissant peut-être,
mais il avait de bonnes histoires. Le problème, avec la curiosité, c'est qu'elle ne sait pas partir au bon moment. Elle pourrait vous laisser là, heureux et émerveillé par les colibris, mais non. Elle aperçoit une porte. Elle dit « Tiens, et derrière celle-là, il y a quoi ?» La curiosité, c'est cet ami intrusif qui s'amuse à ouvrir toutes les portes de votre domicile. Alors, j'ai continué à lire. Et le sucre a commencé à raconter une autre histoire. Pendant longtemps, en Europe, il était rare, précieux, réservé à celles et ceux qui pouvaient payer très cher le privilège de rendre leur nourriture moins fade. Puis les élites en ont voulu davantage. C'est un phénomène assez fréquent dans l'histoire humaine. Quelqu'un découvre une chose rare, il la goûte, il déclare que c'est exquis, puis il demande dans la foulée « Pourquoi les autres en ont encore ?» La canne à sucre aime la chaleur et l'humidité. Elle ne pousse pas particulièrement bien dans la campagne bretonne, ce qui pour une fois n'est pas la faute de la Bretagne. Il fallait donc des terres adaptées. On en a trouvé. On les a prises. Dans les îles Atlantiques, puis au Brésil, puis dans les Caraïbes, on a planté de la canne. On a creusé des canaux, on a construit des moulins, on a organisé les cultures, on a raffiné la matière. La production du sucre est devenue une mécanique immense. Une des premières grandes industries alimentaires mondialisées. Il fallait couper la canne rapidement, la transporter, l'écraser avant qu'elle ne se dégrade, faire bouillir son jus dans une chaleur épuisante, recommencer, encore et encore. Pour que le sucre cesse d'être un luxe, il fallait en produire davantage. Pour en produire davantage, il fallait en diminuer le prix. Et lorsque tout le reste eût été optimisé, il restait que la main-d'œuvre. L'esclavage existait déjà. Le sucre ne l'a pas inventé. Nous n'avions pas attendu le dessert pour trouver des manières de posséder, déplacer et exploiter d'autres êtres humains. Mais les plantations sucrières lui ont donné une échelle nouvelle. Des terres immenses, des ports, des navires, des investisseurs, des registres soigneusement tenus, et une demande qui ne cessait de grandir. Les cultures sucrières ont absorbé une part considérable des femmes, des hommes et des enfants déportés à travers l'Atlantique. Des vies réduites à une ligne de compte, à une capacité de travail, à un coût qu'il fallait diminuer. Pour que le sucre devienne moins cher, il a fallu que certaines vies le deviennent aussi. Je sais. C'est une phrase lourde pour accompagner une pâtisserie. Je préférerais parler d'autre chose. Des colibris, par exemple. Ils étaient très bien, les colibris. Mais le savoir est comme ça, il ne respecte pas les changements de sujet. À Saint-Domingue, à la fin du XVIIIe siècle, près d'un demi-million de personnes réduites en esclavage faisaient fonctionner une colonie devenue l'un des plus grands centres de production sucrière du monde. La France s'enrichissait, l'Europe consommait, le sucre arrivait dans les tasses. Puis, les esclaves de Saint-Domingue se sont soulevés et ils ont gagné. Après des années de guerre, Haïti a proclamé son indépendance. Ceux que l'on avait voulu transformer en outils avaient brisé la machine. Je pourrais m'arrêter là. Sur cette victoire, ce serait une bonne fin, une fin forte, historique, presque propre. Mais l'histoire ne devient pas propre simplement parce qu'elle atteint un passage que nous aimons mieux. La demande de sucre, elle, a continué. Et lorsque les guerres en Europe, les blocus, ont rendu le sucre de canne plus difficile à obtenir,
notre intelligence a soudain découvert un intérêt considérable à une solution qu'elle avait jusque-là regardée avec moins d'enthousiasme. La betterave. Elle poussait plus près. Dans un climat européen, elle contenait aussi du sucre. Il avait donc toujours été possible de chercher ailleurs. Nous avons simplement cherché avec beaucoup plus d'énergie lorsque notre propre confort a été menacé. C'est égoïste. C'est humain. Non. C'est une façon d'être humain. Nous en avons heureusement trouvé quelques autres. C'est ça le problème. Je commence avec un morceau de sucre, je découvre l'énergie, l'ADN, les fleurs et les colibris, je suis émerveillé. Puis je tourne une page de plus et me voilà à réfléchir aux empires coloniaux devant une crème brûlée. La crème brûlée n'y est pour rien, je le sais. Mais elle ne fait aucun effort pour prendre ses distances. Et maintenant je suis là, avec mon café, mon dessert, et tout ce savoir qui a décidé de s'asseoir avec moi, sans même commander. Je pourrais ne pas manger. Laisser l'assiette intacte. Ce serait une protestation très nette. Surtout pour la personne qui devra la débarrasser, en fait. Je pourrais aussi expliquer que le sucre est mauvais pour la santé, parler de consommation excessive, d'obésité, de diabète, de carie, mais vous savez déjà tout ça. Et, pour être honnête, j'aime trop le sucre. Pour terminer sur un conseil de modération, ce serait hypocrite de ma part. Ou courageux. Je confonds parfois les deux lorsque je commande un deuxième dessert. Alors, je ne vais pas vous dire d'arrêter. Je ne vais pas non plus vous dire de savourer sans culpabilité. La culpabilité, c'est un condiment médiocre. Et elle n'a jamais réparé une plantation. Je voudrais seulement retrouver de temps en temps l'innocence du premier goût. Celui d'avant les livres, d'avant les chiffres, d'avant les navires. Mais on ne peut pas désapprendre proprement. Une connaissance ne retourne pas dans son emballage d'origine, elle reste là. Parfois utile, parfois nécessaire, parfois insupportable. Très mauvaise pour le goûter. Non. Renseignez-vous, évidemment, mais évitez peut-être de le faire juste avant de commander. Bon. Je fatigue, moi. Je vais finir cette part avant qu'elle ne perde tout intérêt gastronomique. Elle est bonne. Elle est très bonne même. Le cuisinier a mis suffisamment de sucre. Il a fait tout ce qu'il pouvait. C'est moi qui ai apporté l'amertume.